Sa guitare ne se contentait pas de jouer de la musique. Elle hurlait, pleurait, saignait de la douleur d'une vie vécue trop durement, trop vite. Jimi Hendrix n'était pas qu'une légende du rock, il était une âme en quête de paix, née dans le chaos et façonnée par l'abandon, la pauvreté et le chagrin. De son balai qu'il grattait dans une maison délabrée de Seattle à sa guitare en flammes sur scène, chaque note qu'il jouait portait le poids de son passé. Mais derrière le génie se cachait un garçon qui avait perdu sa mère trop jeune, à qui on avait refusé l'affection, et qui avait appris à parler avec des cordes, parce que les mots n'étaient jamais sûrs. Lorsqu'il est mort à seulement 27 ans, Hendrix n'a pas laissé derrière lui que des riffs et des disques. Il a laissé un silence obsédant. Une place gravée à jamais dans le tragique Club des 27, juste à côté de Brian Jones, Janis Joplin et Jim Morrison. Voici l'histoire de James Marshall Hendrix, la douleur, le génie, la chute et l'héritage qui refuse de s'éteindre. Un portrait de début fragile. Né en 1942 à Seattle, Johnny Allen Hendrix vient au monde en pleine tourmente de guerre. 3 jours plus tôt, son père Al Hendrix avait épousé Lucille Jeter avant de partir pour l'entraînement militaire. En poste en Alabama, Al apprend la naissance de son fils par un télégramme froid, alors qu'il est détenu sans motif. Pendant ce temps, Lucille, seule et sans argent, s'appuie sur sa famille et ses amis pour s'occuper du nouveau-né, notamment sa sœur Dolores Hall et leur voisine Dorothy Harding. Les premières années de Johnny sont marquées par l'instabilité. Il passe de foyer en foyer, dort sur des canapés, nourri par des mains différentes, sans jamais s'enraciner. Quand Al est démobilisé en 1945, il retrouve son fils de 3 ans vivant chez des amis de la famille en Californie. Persuadé que le prénom Johnny Allen rendait hommage à un autre homme, Al le renomme James Marshall Hendrix en 1946, en mémoire de lui-même et de son frère défunt. La vie à Seattle après la guerre est difficile. Les emplois sont rares et Al, comme Lucille, se tourne vers l'alcool pour tenir. Le foyer devient un champ de bataille d'engueulades et de vaisselle brisée, tandis que James et son frère Léon se réfugiaient souvent dans un placard jusqu'à ce que la tempête passe. 3 autres enfants naissent, mais Al ne peut subvenir aux besoins de tous. Les 3 plus jeunes sont placés en famille d'accueil, et en 1951, Al et Lucille divorcent. James et Léon restent avec leur père. L'école n'apporte que peu de réconfort. James est timide, poli, mais toujours en marge. Son seul refuge, imaginer qu'un balai est une guitare et gratter son manche avec passion. Une assistante sociale avertit un jour qu'un refus de lui offrir une vraie guitare pourrait lui nuire psychologiquement. Al résiste, mais en 1957, James trouve un ukulélé cassé à une seule corde dans un tas d'ordures. Cela lui suffit. Il apprend seul à jouer Hound Dog d'Elvis Presley et découvre dans la musique un exutoire émotionnel. Le drame frappe en 1958. Lucille meurt d'une rupture de la rate causée par une cirrhose. James, 15 ans, est interdit par Al d'assister aux funérailles. À la place, son père lui tend, à lui et à Léon, des verres de whisky en disant « C'est comme ça qu'un homme fait face au chagrin ». Cet été-là, James économise 5 $ pour s'acheter sa première guitare acoustique. Il la retourne pour jouer de la main gauche et commence à pratiquer de manière obsessionnelle, absorbant les blues de B.B. King, Muddy Waters et Robert Johnson à travers la radio nocturne. Ses visites chez sa grand-mère à Vancouver lui offrent un rare répit, mais Seattle reste son foyer, fait de souffrances et d'étincelles musicales. Avec son ami Sammy Drain, il improvise derrière des centres communautaires, attirant de petits attroupements sous les réverbères. En 1959, après avoir vu Hank Ballard and the Midnighters en concert, James rencontre le guitariste Billy Davis, qui lui fait essayer sa basse. C'est le déclic. James forme bientôt son premier groupe, les Velvetones. Cette même année,
Al cède et lui achète une guitare électrique Supro Ozark. Viré de son premier concert pour en faire trop sur scène, James ne s'arrête pas. Quand la Supro est volée, Al la remplace par une Silvertone d'Anelectro rouge. D'un ballet à un ukulélé cassé, puis à des guitares d'occasion, James Marshall Hendrix construit son son pièce par pièce, résilient, à contre-courant, totalement original. Ces années fondatrices, pleines de pertes et de désirs, posent les bases d'une des plus grandes légendes de la musique. Un bref passage dans l'armée. Avant ses 19 ans, Jimi Hendrix fait face à un choix brutal, la prison ou l'armée. Pris 2 fois à bord de voitures volées, il opte pour l'enrôlement et signe le 31 mai 1961. Après sa formation en Californie, il est envoyé à Fort Campbell, Kentucky, base de la 101e division aéroportée. Loin de Seattle, Hendrix peine à s'adapter à la discipline stricte et aux entraînements physiques éreintants. « Il te tue à la tâche », écrit-il dans une lettre à son père, rêvant de retrouver la seule chose qui lui apporte la paix, sa guitare. Il supplie son père de la lui envoyer, et quand sa Silvertone d'Anelectro rouge, surnommée Betty Jean, arrive enfin, elle devient son échappatoire. Mais les autres soldats se moquent de sa passion, cachent sa guitare, le charrient, jusqu'à ce qu'ils l'entendent jouer. Même au cœur de la vie militaire, la musique offre à Hendrix de brefs moments de liberté. En novembre 1961, une rencontre va tout changer. Un autre soldat, Billy Cox, entend Hendrix jouer et le rejoint. Ensemble, ils improvisent sur des standards de blues et de jazz, attirent des foules et forment un groupe, les Casuals. Leur session électrise la base d'une créativité inattendue. Bien qu'il obtienne son insigne des Screaming Eagles en janvier 1962, Hendrix reste un marginal. Mauvais tireur, absent aux appels, souvent endormi pendant les corvées, ses supérieurs perdent patience. Aucun intérêt pour l'armée, note son sergent, à libérer dès que possible. Le 29 juin 1962, Hendrix est libéré sous conditions honorables. Il évoquera plus tard une blessure en parachute, mais aucun rapport ne le confirme. Quelle qu'en soit la raison, ce départ est décisif. La vie militaire a tenté d'étouffer son esprit, mais elle n'a jamais pu éteindre sa musique. Il quitte l'armée guitare en main, non pas pour retourner à l'enfermement, mais pour avancer vers la scène mondiale. De seedman à pionnier psychédélique. Après sa libération de l'armée en 1962, James Marshall Hendrix, alors âgé de 20 ans, retrouva la vie civile, tenant fermement sa guitare d'Anelectro usée et animé d'une ambition fébrile. Il prit le nom de scène Jimmy James et passa les années suivantes en tant que musicien de session, accompagnant des stars du R&B en tournée. Un soir, il partagea la scène avec Wilson Pickett, un autre, il remplaça Sam Cooke. En 1964, il s'installa à Harlem et rejoignit les Upsetters de Little Richard. Mais des tensions ne tardèrent pas à surgir. Selon le frère de Richard, Hendrix était toujours en retard pour le bus et flirtait avec toutes les filles. Et ses pitreries sur scène finirent par creuser un fossé entre eux. En 1965, Hendrix fut renvoyé, un revers qui redirigea son destin. La perte de Little Richard devint le gain du rock. En descendant vers le sud, à travers les clubs et les studios d'enregistrement, il accompagna Jackie Wilson, Ike et Tina Turner et les Isley Brothers, absorbant chaque groove, chaque intonation vocale. Pourtant, malgré des crédits de session prometteurs, Hendrix se sentait à l'étroit. Il voulait diriger, façonner le son et non plus simplement le soutenir. En 1966, il quitta tout pour Greenwich Village et forma Jimmy James and the Blue Flames. Les concerts nocturnes au Cheetah Club lui valurent une réputation locale. Les habitués chuchotaient que ce gaucher efflanqué pliait les notes comme personne. Lorsque Keith Richards organisa une rencontre avec l'agent Andrew Loog Oldham et que celui-ci hésita,
Hendrix faillit rater sa chance. Mais Chas Chandler, ancien bassiste des Animals, reconnut son talent brut et le convainquit de traverser l'Atlantique. À Londres, Hendrix s'associa au bassiste Noel Redding et au batteur Mitch Mitchell. Sous la direction de Chandler, ils prirent le nom de The Jimi Hendrix Experience. Leur premier album, Are You Experienced, fit irruption dans les classements britanniques. Le single Hey Joe annonça leur arrivée. Purple Haze ouvrit de nouveaux horizons sonores. The Wind Cries Mary révéla l'âme lyrique d'Hendrix. Dès l'été, les foules affluaient aux concerts, de Hyde Park au Saville Theatre, et dans les coulisses, des légendes comme Eric Clapton ou Pete Townshend rendaient hommage. Mais la lumière des projecteurs portait aussi son lot d'ombre. Plus tard cette année-là, au Monterey Pop Festival, Hendrix saisit une Fender Stratocaster, l'aspergea de liquide inflammable et y mit le feu, un acte de rébellion devenu rituel. Il confia ensuite à un journaliste « Je voulais juste provoquer une réaction », mais en privé, il avoua à un ami « Je ne suis plus sûr de savoir qui je suis ». Porté par cette vague, The Experience sortit 2 autres albums. Axis, Bold as Love et le double LP audacieux Electric Ladyland, du nom du studio new-yorkais que Chandler l'aida à construire. Electric Ladyland atteignit la tête du classement Billboard, mais les tensions montaient. Redding supportait mal l'autorité d'Hendrix. Mitchell se lassait de la pression. Début 1969, le trio était irrémédiablement brisé. Sans se laisser abattre, Hendrix fit ses débuts en solo à Woodstock en août 1969. Là, sous des nuages menaçants et sur un terrain boueux, il réinventa l'hymne américain, transformant The Star-Spangled Banner en un portrait déchirant de guerre et de chaos. La foule se figea, puis explosa. Ce fut une réinvention triomphante, mais pour Hendrix, elle portait un goût amer. Il avait échappé aux chaînes de l'armée pour affronter une nation en crise. Plus tard cette année-là, il forma le Band of Gypsies avec le bassiste Billy Cox, son camarade de l'armée, et le batteur Buddy Miles. Leur album live éponyme révéla un son brut teinté de funk bien loin du psychédélisme londonien. Mais ce groupe ne tint que quelques concerts minés par des conflits juridiques et des luttes personnelles. Bien que First Rays of the New Rising Sun n'ait été qu'esquissé lors de sessions à Electric Lady Studios, Hendrix était déterminé à l'achever. Pourtant, sa vie s'assombrit. Lors d'une tournée européenne, il confia « New York est en train de me tuer », puis au Danemark « Je suis mort depuis longtemps ». Lors d'un festival en Allemagne, il refusa de jouer sur une scène détrempée. Lorsqu'il monta enfin, ivre, les Hells Angels en charge de la sécurité semèrent le chaos, allumant des feux, blessant des techniciens, laissant Hendrix désabusé. Il quitta précipitamment le continent, superstar poursuivi par le tumulte, les démons sous les projecteurs. Pourtant, derrière chaque solo enflammé et chaque ovation debout se cachait un démon implacable, l'addiction et un profond trouble intérieur. Peu importe à quelle hauteur s'envolait sa guitare, cette ombre le suivait de chaque performance euphorique jusqu'au silence de sa solitude. En juillet 1962, tout juste sorti de l'armée et avec environ 400 $ en poche, il entra par hasard dans un petit club de jazz à Clarksville, Tennessee. « Je suis entré dans ce bar de jazz et j'ai pris un verre », raconta-t-il plus tard. « J'ai aimé l'ambiance, alors je suis resté. Les gens disent que je peux être un peu fou, mais toujours sympa. Bref, ce jour-là, je me sentais vraiment généreux. Je devais distribuer des billets à tous ceux qui en demandaient. Je suis sorti de là avec 16 $. Ce soir-là marqua bien plus qu'un simple salaire gaspillé. Ce fut le premier signe clair d'une addiction qui allait le hanter toute sa vie. L'alcool devint rapidement le fléau de son existence, le poussant à des accès de colère, parfois même à de rares accès de violence physique, inhabituels chez lui. Ses amis remarquaient le schéma. Après quelques verres, il pouvait exploser sans avertissement.
Herbie Worthington, un compagnon de longue date, déclara que lorsqu'il buvait trop, il devenait simplement un salaud. Sharon Lawrence, une autre proche, expliqua que l'alcool déclenchait une colère enfouie, une fureur destructrice qu'il ne montrait presque jamais autrement. Même au sommet de sa gloire, il comptait sur la bouteille pour combler un vide que ni les applaudissements ni la reconnaissance ne pouvaient apaiser. Fin 1966, alors que sa carrière prenait son envol, il commença à expérimenter le LSD et d'autres psychotropes. Cathy Etchingham, sa compagne par intermittence, se souvenait « Comme la plupart des accros à l'acide, il avait des visions et voulait créer une musique qui reflétait ce qu'il voyait. Il essayait d'expliquer ça aux gens, mais ça ne faisait pas sens car ce n'était lié à aucune réalité. » Robbie et Schreiber soutiennent qu'il a testé le LSD peu après sa rencontre avec Linda Keith à Londres. Le biographe Charles Cross place sa première expérience au Monterey Pop Festival en juin 1967. Quoi qu'il en soit, il se mit bientôt à consommer cannabis, hashish, amphétamine et parfois cocaïne, souvent en combinaison. Comme l'a noté Cross, peu de stars étaient aussi intimement liés à la culture de la drogue que lui. L'un des premiers aperçus publics de son autodestruction eut lieu en janvier 1968 lors d'une tournée européenne. À Göteborg, en Suède, il brisa une vitre à l'hôtel Opalen durant une rixe alcoolisée, se blessant à la main droite. Arrêté et relâché sur le champ, il plaida coupable par la suite et écopa d'une lourde amende. Même s'il canalisait sa rage dans des solos transcendés sur scène, en coulisses, il se désintégrait, emporté par la colère et l'ivresse. La violence s'intensifia dans sa vie privée. En 1969, après un cambriolage à son domicile de Benedict Canyon, il accusa son ami Paul Caruso de vol, le lança des pierres et le chassa de sa propriété. Quelques jours plus tard, il frappa sa compagne Carmen Borrero au-dessus de l'œil avec une bouteille de vodka, la blessant au point qu'elle dut recevoir des points de suture. Ces épisodes furent peu relayés par la presse à scandale, mais gravés dans la mémoire de ses proches. Cette même année, en mai 1969, il fit face à la menace judiciaire la plus sérieuse de sa vie. En transit à l'aéroport international de Toronto, les douaniers découvrirent une petite quantité d'héroïne et de hashish dans ses bagages. La caution fut fixée à 10 000 $, près de 86 000 $ actuels, et il dut revenir pour son procès en décembre. Le ministère public devait prouver qu'il savait que ces drogues lui appartenaient et lui affirma qu'un fan les avait glissées dans ses affaires. Au tribunal, il déclara « Un fan m'a donné un flacon de ce que je pensais être un médicament légal que j'ai mis dans mon sac. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que la douane le trouve. » Son témoignage et l'argument de la défense selon lequel tout le monde avait été averti d'un raid lui évitèrent la prison et il fut acquitté. Mais cet acquittement n'apporta guère de soulagement. Il ressortit du procès plus isolé que jamais, hanté par le spectre de nouvelles poursuites et conscient que chaque badge backstage pouvait cacher un piège. En interview, il se montrait de plus en plus sombre, évoquant des démons intérieurs que ni la vodka ni les acides ne parvenaient à exorciser. Son génie à la guitare laissait les foules sans voix. Sa dépendance à la drogue et à l'alcool le rendait épuisé, imprévisible, parfois même effrayant. Au final, les mêmes substances qui alimentaient sa créativité rongeaient sa vie, l'isolant de ses amis, terrifiant ses amantes, et laissant des blessures que ni la célébrité ni la fortune ne purent guérir. Les derniers chapitres. En 1969, Jimi Hendrix avait déjà redéfini le son du rock, mais sa propre vie partait en vrille. Le groupe The Jimi Hendrix Experience s'était dissous, usé par les tensions créatives. Noel Redding supportait de moins en moins l'autorité sans compromis de Hendrix, tandis que Mitch Mitchell, épuisé par les tournées incessantes, aspirait à une pause. Mais au lieu de ralentir, Hendrix fonça droit devant. À Woodstock, en août 1969, il transforma The Star Spangled Banner en un cri de protestation brûlant.
qu'il décrivit plus tard comme « ma déclaration sur l'Amérique ». Cette performance cimenta sa légende, mais en coulisses, il se sentait vide, hanté par une quête intérieure sans fin. De retour à New York, Hendrix fit face à des batailles juridiques qui reflétèrent son tourment intérieur. Son ex-petit ami Devon Wilson le poursuivit pour une reconnaissance de paternité et une dispute contractuelle l'attendait à la Haute Cour de Londres. Les méthodes oppressantes de son manager Michael Jeffrey ne firent qu'accentuer son stress. Dans une interview donnée au Record Mirror en septembre 1970, il balaya l'étiquette de « roi de la guitare » d'un ton ironique. Si ça les dérangeait vraiment, il ne serait même pas là aujourd'hui. Mais derrière l'humour se cachait l'insomnie et le doute. « Je n'arrive pas à me concentrer pour écrire une chanson », confia-t-il à son ami Sharon Lawrence. En quête de renouveau musical, Hendrix forma le Band of Gypsies avec le bassiste Billy Cox et le batteur Buddy Miles. Leur série de concerts au Fillmore East de New York vibrait de funk et de messages sociaux. Mais les tensions autour de l'argent et de la direction artistique finirent par faire imploser le groupe. L'Europe ne lui apporta aucun répit. Accablé de fatigue, Hendrix livrait des concerts désorganisés, se lamentant « Je suis mort depuis longtemps ». En Allemagne, il refusa de jouer sur une scène mouillée, craignant une électrocution, et des bagarres éclatèrent entre la sécurité et les techniciens. Sa célébrité était devenue une arme à double tranchant. De retour à Londres, Hendrix se plongea dans son rêve, le studio Electric Lady. Il y projeta un double album ambitieux, First Rays of the New Rising Sun, et y travailla sans relâche, superposant les pistes, traquant des éclats de génie sonore. Il composait des titres comme Freedom avec une intensité fiévreuse, mais chaque avancée portait aussi son poids. Dans un message vocal à Chas Chandler, il avoua « J'ai vraiment besoin d'aide, mec ». Malgré ses élans créatifs, sa vie personnelle s'effondrait. Il dormait peu, accablé par les procès et la méfiance envers son entourage. Devon Wilson et Monica Danman se disputaient son affection. Sa dépendance à l'alcool et au barbiturique s'accentuait. Son ami Mitch Mitchell percevait la détérioration. Ce n'était plus le Jimmy que je connaissais. L'éloignement de ses proches nourrissait une solitude aussi profonde que l'acclamation nourrissait sa présence sur scène. Le 16 septembre 1970, Hendrix fit sa dernière apparition publique en rejoignant le groupe d'Eric Burdon, War, au Ronnie Scott's Jazz Club. Désorienté par la fatigue et les substances, son jeu était éteint. Burdon se leva dans le public et lui dit doucement « Frère, reviens quand tu seras net. » Hendrix rangea sa guitare et ne joua plus jamais en public. Hendrix passa sa dernière nuit dans l'appartement de Monica Danman à Notting Hill, Londres. Ils partagèrent du vin et des confidences jusqu'à l'aube. Elle se souvint de sa caresse tendre sur sa Fender Stratocaster, Black Beauty, et de ses murmures mêlant liberté et angoisse. Vers 4 heures du matin, il demanda des somnifères. Elle lui apporta plutôt du thé. À 11 heures, le 18 septembre, Monica trouva Hendrix inconscient, respirant à peine. Les secours arrivèrent à 11h27, mais découvrirent ses voies respiratoires obstruées par des vomissements. L'un d'eux déclara « On a essayé, mais il n'y avait pas de pouls ». À 12h45, le docteur John Bannister de l'hôpital St. Mary Abbots prononça sa mort, à l'âge de 27 ans. Dans la poche de sa veste, on retrouva un court poème intitulé « The Story of Life ». L'histoire de la vie est plus rapide qu'un clin d'œil. L'histoire de l'amour, c'est bonjour et au revoir, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Eric Burdon crut d'abord à une lettre de suicide, mais Hendrix avait simplement demandé à Monica « Garde ça pour toujours ». Le 28 septembre, le coroner Gavin Thurston rendit un verdict ouvert. Hendrix était mort étouffé dans son vomi après avoir absorbé une overdose de barbituriques et d'alcool. Les preuves étaient insuffisantes pour conclure à un acte intentionnel.
Le 29 septembre, le corps embaumé d'Hendrix fut rapatrié à Seattle. Un service à l'église baptiste de Dunlap rassembla plus de 200 personnes, dont Mitch Mitchell, Noel Redding, Miles Davis et Johnny Winter. 24 voitures funéraires accompagnèrent son cercueil jusqu'au cimetière de Greenwood, à Renton, auprès de la tombe de sa mère. Ainsi se conclut l'arc tragique d'un homme qui avait plié la réalité à 6 cordes, mais n'avait jamais su échapper aux démons qui l'attendaient hors de la scène. La mort d'Hendrix, à 27 ans, l'inscrivit dans le funeste Club des 27, aux côtés de Jones, Joplin et Morrison, des artistes dont la flamme a brûlé trop fort, trop vite. Mais dans ses enregistrements inachevés et chaque larcène de guitare, il a laissé la preuve que la beauté et la douleur sont à jamais liées. Si cette plongée dans la vie de Jimi vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires musicales. Et vous, quel moment de la vie d'Hendrix vous a le plus marqué? Ses révolutions à la guitare, ses luttes contre l'addiction ou ses dernières heures? Dites-le nous en commentaire. Bah.